La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 3 décembre 2025, dont voici les titres. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, théâtre de fortes tensions entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers réclament des arriérés de bourse et fustigent la décision du recteur de recourir aux forces de l'ordre pour sécuriser le campus. Journée internationale des personnes handicapées 2025 qui a eu lieu ce mercredi. Cette journée proclamée par les Nations Unies en 1992 vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement, à sensibiliser également à leur situation dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Un reportage d'Amsatou Gano est à suivre dans ce journal. Sur les chantiers comme dans les quincailleries, le fer importé s'impose face au fer local. Il attire une majorité d'acheteurs au point de fragiliser l'industrie nationale. Un reportage de Ndeye Fatou Diop et de Vienne Ndiaye, ce sera dans cette édition. Et puis à l'international, entre la RDC et le Rwanda, une rencontre au sommet est prévue ce jeudi 4 décembre. Une rencontre arrangée par les États-Unis qui intervient dans un climat de défiance profonde entre les deux chefs d'État, alors que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste explosive. Tout ceci à développer tout de suite dans ce journal. De choisir GTV pour vous informer. La tension a monté d'un cran ce mercredi. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et ce malgré le recteur élevé. Les franchises universitaires et sollicité l'intervention des forces de l'ordre pour sécuriser le campus et garantir la continuité des activités pédagogiques. Une décision apparemment pas du goût des étudiants. Les enseignants de leur côté déplorent la situation. Reportage Abdoulaye Dieye. En plus du savoir, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est devenue méconnaissable après 2 heures d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Une situation que déplore Dr Aliou Diouf. La situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est tout simplement déplorable. C'est tout simplement regrettable. Pour moi, c'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver. Les autorités, me semble-t-il, ont manqué d'anticipation. Les étudiants, en général, avant d'en arriver là, se font entendre, émettent des avertissements envers les autorités. Ainsi, il appelle au calme quant aux étudiants. Il fustige la position et la décision des autorités de faire entrer les forces de l'ordre dans l'université. Les étudiants doivent pouvoir manifester leur colère sans pour autant verser dans la violence. Ça, c'est une position que j'ai toujours défendue. Mais également, les autorités ne doivent pas pousser les étudiants à aller à cet extrême. Aujourd'hui, nous avons constaté avec désolation la pénétration des forces de l'ordre à l'intérieur du campus, ce qui constitue une violation manifeste et flagrante de la règle sur la franchise universitaire. Aujourd'hui, il y a eu des affrontements très fatals entre forces de l'ordre et étudiants au sein du campus, ce que nous déplorons jusqu'à notre dernière énergie. Selon toujours Omar Djokou, étudiant en Master 1 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les affrontements ont causé des dégâts et des blessés de leur côté. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs blessés, à telle enseigne que le service médical de l'université ne pouvait pas contenir tous ces étudiants blessés pour les soigner. On a eu à évacuer plusieurs étudiants dans les autres hôpitaux comme FAN, CTO, Principal, etc. Il rappelle que des négociations ont été faites auprès des autorités, mais sans suite. Cependant, pour Dr Aliou Diouf, seul le dialogue est la clé pour apaiser la tension. Nous avons commencé par les négociations. Nous avons saisi les autorités compétentes, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, le DG de COUD, le directeur de la direction des bourses. Et pendant 3 mois, nous avons négocié, mais avec 0 résultat. C'est pourquoi nous avons opté pour la grève. Il y a un malentendu, une incompréhension. Et à partir du moment où il y a une incompréhension, ce qui s'impose, c'est le dialogue. C'est que les deux parties s'asseyent et discutent.
La Fédération des syndicats de la santé F2S a annoncé une grève générale ces 4 et 5 décembre. Le gouvernement n'a pas respecté ses engagements malgré un protocole d'accord selon Chersek, qui est le porte-parole de la F2S. Selon lui, si l'État ne respecte pas justement ses engagements, après leur plan d'action, ils sont prêts à remettre tous les kits liés à la vaccination. Il a été joint au téléphone par Mansour Jassé. Nous avons constaté que depuis que nous avions déposé le préavis, nous n'avons pas reçu ni de réaction de notre ministère de tutelle, ni celui de la fonction publique. Or, pour rappel, il y a depuis le mois de mai, le 1er mai, si vous vous rappelez bien, un accord avait été signé entre le gouvernement et les centrales syndicales. Et il y avait dans ce volet du protocole d'accord des problèmes qui concernaient le secteur de la santé. D'abord, en dehors des accords qui avaient été signés par le gouvernement et signés par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui a été réitéré par le président de la République, il y avait le recrutement parce qu'on a un déficit de plus de 18 000 agents dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Et ça, c'est le ministère de la Santé qui l'a même révélé. Et ils avaient dit qu'ils allaient résorber ce déficit en mettant en place un plan de recrutement. Et ce plan devrait démarrer même cette année avec 3 500 agents et l'année prochaine 3 500 agents. Non seulement ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit pour cette année, ils n'ont recruté personne malgré la loi des finances. Et vous savez que depuis 5 ans, on n'a pas recruté d'agents de santé. Et pour l'année prochaine, ils nous parlent de 2200. Ça veut dire que sur 14 000 qu'on devrait recruter, nous n'aurons même pas 2200. Et depuis 5 ans, il y a autant de personnes qui sont parties à la retraite. C'est une extrême grave. Et ça se répercute dans les conditions de travail dans nos structures. Et on continue à exploiter les jeunes. L'autre volet est en rapport avec les plans de carrière. Le troisième, avec la signature, même si le décret a été signé, il reste des volets sur lesquels on doit régler. Le troisième élément, c'est la généralisation de l'unité de logement. Les autres volets sont en rapport avec les critères d'allocation budgétaire. On a déjà 48 heures de grève et nous ne nous occupons même pas du service minimum. Ça, c'est pas notre problème. C'est à eux de gérer. L'autre élément, si c'est pas réglé, je vous dis que nous sommes en tournée. Nous étions dans la région de Diourbel. Nous sommes en train nous sommes dans la région du... Si les gens ne respectent pas, des mots d'ordre de grève vont être maintenus. Nous allons organiser une marche le 18, Inch'Allah. Au-delà, nous sommes prêts, je vous dis, à leur remettre tous leurs kits liés à la vaccination. Et puis au large de Dakar, une scène digne d'un film catastrophe se déroule présentement depuis plusieurs jours. Le tank Mersin est chargé de plus de 30 tonnes de carburant, menace de sombrer. Les associations pour la défense de la mer redoutent des risques potentiels pour l'écosystème marin. Reportage d'Elenjay. Nuit du 27 au 28 novembre 2025, un pétrolier Merci aperçu au large des côtes de Dakar était en état de difficulté. Au large de Dakar, dans la rade extérieure du port, un pétrolier, le Mersin, qui contient 39 000 tonnes de gasoil, risque de sombrer. Et ce qui est sûr, c'est que le résultat, les risques sont très énormes sur les écosystèmes marins, sur la pêche, sur les côtes. Daouda Gueye, responsable du mouvement Sauver la mer et la pêche, est revenu sur les risques que pouvait entraîner cet incident dans l'océan. Et il y aura des conséquences énormes, surtout pour les poissons qui constituent la base de la chaîne alimentaire. Et aussi, ça va asphyxier les plantes aquatiques et les algues. Et les mangroves sont particulièrement vulnérables. Ce qui fait qu'il y a des risques énormes. Mais ce qui est encore plutôt grave, c'est que les moyens sont presque limites par rapport à l'efficacité pour pouvoir régler ce problème qui est une menace dangereuse, et surtout les populations de pêcheurs qui subissent déjà les conséquences du changement climatique par la rareté des espèces, et ça va exacerber cette situation qui va être des menaces énormes quant à l'économie, mais quant à la santé, mais aussi quant à l'avenir de cette population de côtière. Ibrahim Mar, coordinateur du Conseil local pour la pêche artisanale, CLPA, cet incident au large de nos côtes doit pousser l'État du Sénégal à accentuer la surveillance des côtes. Donc, si il avait réussi à se couler là-bas, ce serait une catastrophe pour la pêche artisanale. Surtout les habitants qui sont sur les côtes, de Bargny à Rufisque, de Rufisque à Yen, Djalaw et jusqu'à Mbour, parce que le déversement du pétrole ou bien d'un autre liquide avec ce vent-là qui siffle parfois et brise, et parfois des vents de nord ou bien de sud, peut le ramener jusqu'à sur les plages, et ce serait une catastrophe. Vraiment, c'est alarmant. Et on doit redoubler de surveillance et de vigilance par rapport à nos côtes.
tous ces bateaux qui sont omniprésents au sud de Dakar, au large, encablés là-bas. Il faut que l'État du port vérifie tous ces bateaux qui sont là. D'ailleurs, face au risque potentiel de pollution, les autorités sénégalaises ont déployé d'importants moyens, dont un barrage flottant pour sécuriser la zone et prévenir la marée noire. Avant de procéder au pompage, des experts sont en train de colmater les braises pour stabiliser le navire. Pour le moment, le risque de pollution reste presque nul et la situation pourrait revenir à la normale d'ici 2 à 3 semaines. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées qui a été proclamée en 1992 par la résolution 47.3 de l'Assemblée générale des Nations unies. Célébrée le 3 décembre dans le monde entier, cette journée mobilise le soutien en faveur des questions essentielles liées à l'inclusion des personnes handicapées et encourage la sensibilisation aux problèmes liés au handicap. Au Sénégal, il réclame toujours et encore l'application de la loi d'orientation sociale. Reportage signé Amsatou Gano et Serignan. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap et à attirer l'attention sur les avantages d'une société plus inclusive et accessible à tous. Cependant, les personnes en situation de handicap sont toujours confrontées à des problèmes majeurs dans divers domaines. Depuis des années, la situation des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi, d'accessibilité, aide technique, financement, santé et autres reste pratiquement au même point. Et s'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. La loi d'orientation sociale votée depuis 2010 sous le magistère du président Abdoulaye Wade peine toujours à être appliquée, ce qui n'est pas du goût des personnes en situation de handicap. Son application est leur principale revendication. Et quand on parle de carte d'égalité des chances à la loi d'orientation sociale qui peine d'être appliquée depuis 10 ans, donc c'est le président Abdoulaye Wade qui l'avait initié. Macky Sall, il a sorti 5 degrés. Ce que nous recommandons, nous réclamons au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, c'est-à-dire de signer le décret effectif et définitif de la loi d'orientation sociale. Les préoccupations des personnes en situation de handicap étalées ce jour sont multiples. Ils veulent qu'ils soient davantage insérés dans les grandes instances décisionnelles. Oui, donc pour la nomination des personnes en situation de handicap, nous le demandons. Et pourquoi pas, un jour viendra une personne en situation de handicap devenir le président de la République du Sénégal, c'est possible. C'est possible. Tout simplement parce que la personne à mobilité, je ne crois pas une personne en situation de handicap. Moi, je préfère une personne autrement capable. Cette journée vise à favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Elle rappelle que le handicap peut être visible ou invisible et mérite notre attention. La Fédération Rosa Luxembourg et Reporters sans frontières ont tenu ce mardi un panel consacré à l'avenir des médias au Sénégal. L'initiative vise à analyser les défis majeurs auxquels sont confrontés les professionnels de la presse et à proposer des pistes pour aboutir à un écosystème viable, sécurisé et adapté aux mutations numériques. Écoutons à ce propos Bruno Sonko, il est membre de la Fondation Rosa Luxembourg, qui est une entité de la coopération allemande. Donc nous sommes dans le bureau Afrique de l'Ouest. Avec Reporters sans frontières, nous avons essayé de voir, nous avons compris que depuis quelque temps, il y a un certain nombre de difficultés entre la presse et le pouvoir politique, les décideurs notamment. Les journalistes connaissent des situations économiques qui sont tendues. Et donc nous, notre rôle un peu, c'est de faciliter le dialogue entre les journalistes, qui comprennent eux-mêmes les mots qui les touchent, et qu'ils essaient de voir quelle sorte de transformation sociale qu'on peut amener dans le secteur. Et globalement, c'était ça l'idée. Bon, il s'agit aujourd'hui pour nous de réfléchir sur la situation des médias. Bon, vous ne l'ignorez pas, les médias aujourd'hui sont sous pression. Bon, il y a la fiscalité qui les assaille. Ensuite, les conventions ne sont plus de mise. Sans compter aussi
l'aide à la presse qui tarde à venir. Cette conjonction de facteurs fait en sorte que les médias naviguent dans une mare de contraintes et arrivent difficilement à faire ce qu'ils doivent faire en termes d'information ou en termes aussi de relations. Maintenant, par rapport aussi à notre modèle économique, le modèle économique de la presse n'est pas viable et n'est pas pérenne. Donc vous voyez, lorsqu'on a suspendu les conventions et la publicité n'est plus à la portée de la presse privée, vous voyez que beaucoup d'entreprises de presse ont mis la clé sous la paillasson. Il y a beaucoup d'entreprises de presse aussi qui doivent des arriérés de salaire. Il y a beaucoup de journalistes et de techniciens qui ont été contraints d'aller au chômage. Sur les chantiers comme dans les quincailleries, le fer importé s'impose face à la production locale. Jugé plus lourd, plus solide et contenant davantage d'acier, il attire plus d'acheteurs au point de fragiliser l'industrie nationale. C'est en tout cas ce que nous dit Naïfatou Diop dans son reportage. Le marché du fer connaît une nouvelle dynamique au Sénégal. Le matériau importé domine désormais les ventes. Il y a une différence entre le fer local et importé. Le fer local est plus mince que celui importé. La préférence s'explique d'abord par le poids du fer importé, souvent perçu comme un indicateur de robustesse. Selon ce vendeur, ce fer contient davantage d'acier, ce qui lui confère une meilleure résistance pour les travaux de construction. Il faut savoir que chaque bâtiment a une norme de construction. Par exemple, c'est risqué d'utiliser le fer local pour construire un immeuble. L'importé a une opacité d'acier plus solide et dure plus longtemps. Pour la qualité, je pense que les maçons sont plus à l'aise pour le dire. Mais ce qui est sûr, il nous arrive plusieurs fois d'avoir un client qui, après l'achat, fait un échange. De notre côté, nous vendons plus de fer importé. Cette tendance met cependant en difficulté le fer local. La seule différence se trouve dans la taille. Celui fabriqué ici est beaucoup plus petit que le fer importé. C'est ce qui explique le choix des clients. Un choix de consommation qui relance le débat sur la compétitivité de l'industrie locale du fer sur les mesures nécessaires pour renforcer sa place sur le marché. Et puis dans le cadre de la première édition du Festival ouest-africain des arts et cultures et de la culture plutôt EcoFest, la commission de la CEDEAO, de l'UEMOA et la République du Sénégal ont tenu leur séminaire réunissant les ministres en charge de la culture dans les différents États membres. L'événement s'est déroulé au Grand Théâtre National. Écoutons le ministre de la Culture sénégalais Amadou Ba au micro de Lamine Djedjou. La résolution des crises et conflits sociopolitiques, mais surtout comment en faire un écosystème et des chaînes de valeur à fort potentiel économique qui puissent créer beaucoup d'emplois dans nos États. C'est un festival centré sur la culture pour rapprocher les institutions communautaires des populations, une sorte de CEDEAO des peuples en mode actif, mais aussi pour permettre des échanges culturels entre les différents acteurs, mais aussi poser les véritables problématiques qui se posent pour notre secteur culturel dans tous les États. Vous avez vu, je pense, les prises de parole que des différents ministres qui représentent les États membres de la CEDEAO sur la volonté pour l'Afrique de se réapproprier sa culture, non seulement, mais aussi d'en faire un outil économique et un secteur créateur d'emplois. La page internationale en brève au Mali, des deux journalistes de la télévision d'État ORTM enlevés le 14 octobre dernier par le JNIM apparaissent dans une vidéo diffusée le soir du lundi 1er décembre par le groupe djihadiste. Daouda Koné, directeur de l'ORTM à Douenza et dans le centre du pays, chez Salif Sangaré, son caméraman, avait été enlevé alors qu'il circulait entre
entre Sévaré et Kona dans le centre du pays. La diffusion de cette vidéo a surpris et affecté leur entourage. Ni les autorités de transition, ni l'ORTM, ni les organisations de journalistes du pays n'ont communiqué officiellement sur cet enlèvement. Et puis à la veille de leur rencontre prévue ce jeudi 4 décembre à Washington, les présidents de la RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, s'apprêtent à entériner 2 textes déjà signés par leurs représentants, l'accord de paix du 27 juin et le cadre d'intégration économique régionale du 7 novembre. Cette rencontre arrangée par les États-Unis intervient dans un climat de défiance profonde entre les 2 chefs d'État alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste explosive. D'autres dirigeants africains ont été conviés afin de servir de témoins et, pour certains, de parties prenantes au futur. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.